de la Gazette des communes, la Gazette.fr. Nous sommes aujourd'hui le 6 novembre et nous allons parler du rôle de l'adresse au sein des communes, voir un peu comment cet outil national peut être utilisé par les communes, par les collectivités, pour animer et développer l'activité dans les régions et dans les communes. On verra ainsi comment le fichier national, qui est le fichier national de l'adresse, donc qui appartient, enfin, est géré par le service national de l'adresse au groupe La Poste, peut servir pour les communes, puisqu'elles ont besoin évidemment de s'appuyer dessus afin d'identifier les citoyens, les adresses des entreprises, et puis suivre tous les services et faire circuler les biens au sein des communes. Les différents services, nous ferons un tour aussi d'horizon sur les services qu'apporte la valeur ajoutée apportée par ce fichier national. Et pour cela, donc, j'ai le plaisir de pouvoir accueillir aujourd'hui avec nous Christelle Papillon-Violet. Vous êtes la directrice du service national de l'adresse au sein de La Poste. Tout à fait. Merci d'être Bonjour. là. Bonjour Christelle. Et Madame Véronique Mémo, vous êtes maire adjointe de la commune nouvelle de Saint-Pierre-en-Auge et conseillère départementale aussi du Calvados. Bonjour. Merci d'être là. N'oubliez pas donc de poser vos questions si vous avez besoin, puisque nous sommes en direct sur le site de lagazette.fr, de poser vos questions pendant le chat, pendant le direct qui va durer une bonne quarantaine de minutes, pour qu'on puisse faire réagir donc Madame Violet Papillon et Madame Mémo. Dans un premier temps, ce qui serait important, c'est que vous puissiez nous expliquer un petit peu ce qu'est le SNA, parce que, voilà, quelques chiffres, peut-être comprendre un petit peu comment ça fonctionne, quelle est sa zone d'affluence, voilà, et depuis quand il a été créé, dans quel but. Ok. Donc le service national de l'adresse est une entité de la Poste, une entité donc à vocation nationale qui a été créée en 1996 et qui a été créée pour mettre en place les premiers référentiels des adresses en France, c'est-à-dire les référentiels d'adresse, c'est les numéros et les noms de voies. Avant 1996, il n'y avait pas de référentiel d'adresse informatisé et simplement les communes de plus de 30 000 habitants avaient des annuaires avec la nomenclature de leur voie, mais c'est tout. D'accord, ça veut dire pardon, qu'il n'y avait pas, par exemple, de code postal, n'existait pas à l'époque? Alors, le code postal a été créé en 72, mais il n'y avait pas l'ensemble des rues d'une commune, en fait. Il n'y avait pas d'annuaire avec l'ensemble des rues d'une commune. Donc, à l'origine, le service national de l'adresse a été créé pour mettre en place ces référentiels adresse et évidemment à des fins plutôt internes, puisque la Poste se sert de ce référentiel adresse pour les machines de tri, pour trier le courrier, puis pour optimiser le parcours des facteurs. Depuis la mise en place de ces référentiels, on commercialise donc ces bases de données. Donc encore une fois, ce sont des adresses uniquement géographiques, il n'y a pas de nom de personne. Et ce sont des adresses qui, depuis peu, sont également géolocalisées. Donc qu'est-ce que vous entendez par là? C'est-à-dire qu'en fait, on peut les positionner sur une carte. Reconnaître sur une carte. Tout à fait. Et donc, puisque ce sont des données qui changent, évidemment, c'est important de pouvoir les géolocaliser parce que du coup, tout ça évolue en même temps. Alors, on fait la mise à jour, évidemment, des adresses et puis de leur géolocalisation. Donc, c'est à la fois des bases de données. Le service national de l'adresse commercialise à la fois des bases de données et des services autour de l'adresse, notamment, par exemple, des outils d'aide à la saisie d'adresses en ligne. Quand vous faites une commande sur un site Internet, souvent, on vous suggère, en fait, votre adresse quand vous tapez les premières lettres. Donc, ça, c'est des services que nous proposons. D'accord. Le service national de l'adresse, juste pour terminer, c'est 90 personnes à peu près qui sont basées à Libourne, donc historiquement à côté du secrétariat du Père Noël, dans un autre service. Voilà. Ouais. Et puis, juste pour vous donner quelques idées en fait sur l'adresse. Quelques chiffres pour comprendre un petit peu. Donc l'adresse en France, c'est 23 millions d'adresses postales, c'est-à-dire de numéros dans la rue, enfin de numéros de bâtiments. 23 millions d'adresses uniques. Tout à fait. C'est 35 millions d'adresses de foyers. Les adresses de foyer, c'est plutôt les appartements dans les immeubles. Et c'est 2,3 millions de voies. Il faut savoir que chaque année, on crée à peu près 55 000 nouvelles voies et à peu près 650 000 nouveaux numéros. Ça, c'est les années moyennes, parce que l'année dernière, qui était une année un peu faste, on a créé 78 000 nouveaux numéros et 770 000 78 000 nouvelles voies et 720 000 nouveaux numéros. Donc tout ça évolue évidemment et j'imagine que pour une commune, il faut aussi pouvoir s'appuyer évidemment sur cet adressage qui doit être précis, qui doit être fiable, qui doit être actualisé en permanence. Comment à ce moment-là,
comment vous utilisez, vous, justement, ces services du SNA, vous, dans les collectivités? Alors, nous avons fait appel, nous, sur Saint-Pierre-en-Auge, qui est une commune du Calvados, du sud Pays d'Auge. Nous avons fait appel à la Poste parce que nous nous sommes regroupés en commune nouvelle au 1er janvier 2017. Donc, il était nécessaire et indispensable, parce qu'on a beaucoup de communes rurales avec un habitat très dispersé. Il était nécessaire d'abord pour avoir une cohésion du territoire, que chacun se sente concernés par tout cet adressage. Il était nécessaire également, alors le gros point, c'est bien sûr la distribution du courrier, mais c'était aussi pour la population, c'est l'accès au secours. Oui, d'accord. On verra tout à l'heure justement quels sont les usages en fait, et la nécessité qu'il y a justement d'avoir des adresses précises, parce qu'il y a plein évidemment de cas dans lesquels évidemment une mauvaise adresse peut induire d'avoir des conséquences. C'est indispensable. Très bien. J'ai une question là sur le cadre, dans le cadre de la nouvelle commune justement qui fait son adressage. Comment la mention des communes historiques apparaît avant le code postal et le nom de la commune? Comment ça s'organise ça? Il y a une organisation, en fait, il y a un système qui permet de lire de manière systématique. Alors, l'adresse, en fait, telle qu'elle est présentée en France, ça répond à une norme AFNOR. Donc, normalement, l'adresse est écrite sur 6 lignes et chaque ligne doit comporter un type d'information. Les étiquettes, par exemple, sont toujours un peu structurées de la même manière. Exactement. Et c'est ça qui permet, d'une base de données à l'autre, de reconnaître les adresses. Quand on crée une commune nouvelle, donc le nom de la commune nouvelle et le code postal sont sur la dernière ligne. Et la ligne juste au-dessus, généralement, on a la commune déléguée, donc la commune à laquelle appartenait la rue avant la création de la commune nouvelle. Avant la création de la commune. Alors, j'ai un internaute qui pose la question, justement, quand vous êtes, vous, le SNA, et que vous avez ce nombre de 21 millions, vous me dites 23 millions. 23 millions, pardon, ça me fait l'air de grossir. Plus d'entreprises, vous disiez que vous n'aviez pas les noms, mais en revanche, il y avait une question qui se pose sur la propriété de ces adresses, et donc des questions, évidemment, de la confidentialité des données. Alors, en fait, le pouvoir de dénommer et de numéroter les voies, c'est un pouvoir du maire. C'est le maire, c'est la commune donc qui est décisionnaire là-dessus à toutes les étapes. C'est un travail collectif, parce que je vois, nous, lors de la création de notre commune nouvelle, on a mis à contribution tous les conseils communaux, puisque ce ne sont plus des conseils municipaux dans la commune déléguée, ce sont des conseils communaux. Nous nous sommes tous réunis au sein de nos mairies et on a pris voix par voix. Généralement, on s'appuie sur le cadastre. Parce que d'abord, les populations se reconnaissent avec les noms des lieux-dits ou les cadastres. Et qui sont historiquement d'ailleurs souvent liés à des questions géographiques. Souvent. On a été très très vigilants également à ce qu'il n'y ait pas d'homonymie, parce qu'au cas où dans quelques années le nom des communes historiques serait appelé à disparaître, il faut que le courrier et les secours puissent arriver au bon endroit, à la bonne adresse, exactement. Donc, on a tous fait nos propositions. La Poste nous a aidés sur ce fichier mouliné, je pense, pendant un bon moment, et certaines homonymies sont ressorties. D'accord. Et là, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce vous alertez? Vous avez un rôle d'alerte auprès des collectivités et vous-même vous décidez ensuite? Alors, on remonte aux communes déléguées, on remonte les homonymies qui existent. Quand on en a 2 ou 3, généralement, on garde le nom d'origine sur la commune la plus importante ou la voie où il y a le plus d'habitations, de façon à avoir faire beaucoup de changements. Et les autres voies sont dénommées. Dénommées, donc elles sont renommées en fait, elles sont pas vraiment renommées parce qu'il y en a beaucoup qui n'existaient pas. D'accord. On partait beaucoup de lieux-dits qui regroupaient des quartiers, ou des emplacements sur la carte, mais on faisait d'autres propositions. Ce qui veut dire qu'aussi la numérotation change, parce que quand il y a une nouvelle voie, comment on fait? Avant, on avait des bis, des terres, etc. Comment ça s'organise aujourd'hui cette question-là? Parce que quand on crée de nouvelles voies par des zones parfois. Alors c'est une question intéressante, je me permets d'y répondre, puisqu'on a beaucoup travaillé. Dites-nous un petit peu comment ça marche. Parce que... Alors d'abord, nous avons opté pour la numérotation métrique. C'est-à-dire qu'on n'est plus en numéro pair d'un côté de la rue, on est toujours en numéro pair et impair, mais on n'a plus les numéros à la suite. C'est-à-dire qu'on part d'un point zéro, et avec la géolocalisation, si vous voulez, on repère les habitations qui sont tout au long de cette voie. Alors le point zéro, c'est 0 km. Quand vous avez une maison qui est à 523 mètres, par exemple, du point zéro, elle porte le numéro 523. Mais physiquement, c'est quoi? C'est le portail, c'est la maison, c'est la maison. C'est la séparation du... Comment on est arrivé à repérer ces maisons? C'est pas difficile. On a pris justement
pour pas les nommer, les cartes, vous voyez, les cartes aériennes et satellitaires, et on a une façon de visualiser qui est très très simple, et la géolocalisation métrique peut se faire à partir de ces cartes. D'accord. Et c'est comme ça que ça a été défini. C'est comme ça qu'on définit, et partout dorénavant. Toujours à partir d'un point zéro. Ça, cette pratique, c'est vraiment quelque chose que l'on recommande, notamment dans le rural, parce que c'est la meilleure façon de prendre en compte l'essor de l'habitat. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a des bicédétaires? Parce que au départ, il n'y avait pas de bicédétaires. On a créé en fait des nouvelles maisons entre deux numéros, et on est obligé de donner comme ça des numéros supplémentaires. Avec la numérotation métrique, si entre le point 0 et le point 523 se créent 3 autres maisons, elles auront peut-être le numéro 197, 203. Donc ça, en fait, tout ça vise à rendre l'adresse plus fiable, plus précise. Et c'est là où justement, j'aurais que vous nous parliez, Christelle. Alors, si vous permettez, je vais rajouter quelque chose. C'est que l'intérêt de cette numérotation métrique, c'est que quand vous arrivez à un carrefour, vous savez que la maison se trouve à 700, 800 ou 2 km. Absolument. Donc si on a affaire au secours ou à des gens qui viennent vous rendre visite, on sait quelle est la distance également à parcourir. Si jamais, question absurde, mais la rue était divisée en 2 noms, à ce moment-là, elle repartirait d'un numéro pour repartir à 0, c'est ça? Elle repart d'un point 0. Elle repart d'un point 0 dès qu'il y a un changement de nom de rue ou un carrefour. D'accord. Donc justement, c'est ce travail sur la fiabilité de la précision, ce que dit Madame Memo sur la distance qu'il peut y avoir d'un point à un autre, ça fait partie évidemment des services que vous pouvez apporter. C'est-à-dire que plus on peut être précis, plus il peut y avoir de la proximité, enfin du service qui est rendu. On a les urgences, vous le disiez tout à l'heure. On a évidemment tout ce qui est aussi la livraison classique. Et avec Internet, l'e-commerce a évidemment fait exploser tout ça. Quels sont les autres Alors, la qualité de l'adresse est effectivement essentielle pour l'attractivité même d'un territoire. Quand on parle de services, on imagine évidemment la livraison de courrier, mais la Poste la première. A priori, vous en sortez bien. On le fait très bien. Courrier et colis, mais on livre aussi des services en fait au domicile. Et notamment, je vous prends un exemple, c'est la problématique du maintien au domicile des personnes âgées est quelque chose de vraiment important pour les collectivités. Surtout en région, oui. Tout à fait. Et quand elles vivent dans un lieu-dit qui n'est pas numéroté ou dénommé, on arrive au lieu-dit des Trois Croix et on ne sait pas à quelle maison on doit se rendre pour livrer le plateau repas ou faire une intervention d'une infirmière auprès de la personne concernée. Et donc c'est vrai que quand on donne un numéro et un nom de rue, c'est quand même plus facile pour se rendre au domicile de ces personnes âgées et leur délivrer les services. Là c'est aussi le facteur joue un rôle évidemment déterminant parce qu'il est toujours au contact, il est là régulièrement et donc du coup il y a une connaissance terrain, on va dire, qui est importante. Non ? Tout à fait. Alors à la fois, je dirais, dans son métier du quotidien, un facteur est une personne de confiance qui est reconnue comme telle et d'ailleurs c'est aussi pour ça que la Poste propose des services de proximité de façon de plus en plus large. Mais évidemment, la légitimité de la Poste pour accompagner les collectivités dans la mise en qualité de leur adresse, elle se fonde sur la connaissance que nous avons du territoire, le fait que tous les jours on le distribue. Et qu'effectivement, le facteur, lui, il sait où habite Madame Dupont dans le lieu-dit des Trois Croix, même sans avoir de numéro. Et est-ce que ça veut dire aussi que du coup, lorsqu'il y a par exemple une défaillance, une route abîmée, où on peut penser à la gestion des eaux, des ordures, etc., tout ça joue aussi? C'est-à-dire qu'il faut faire remonter ces informations. Qui les traite, ces informations? C'est vous, au SNA ? Alors, le SNA, en tout cas, l'unité à laquelle j'appartiens, donc que je dirige, propose effectivement des offres supplémentaires sur la connaissance des territoires, c'est-à-dire au-delà de l'adresse et avec toutes les informations dont on dispose à la Poste sur l'adresse, on construit des services supplémentaires et notamment on a une offre d'audit de la voirie qui s'appelle Géoptis et qui propose donc aux collectivités de faire un diagnostic de l'état de leur voirie et de les aider à optimiser l'entretien de leur voirie. Mais on peut faire aussi de la vigie urbaine, c'est-à-dire nos facteurs en cours de tournée vont faire remonter une information sur un dépôt d'ordures sauvages, un nid-de-poule. Ça vous arrive, Madame Memo, vous avez, vous, régulièrement comme ça des remontées d'informations de la part des services de la Poste? Alors, nous n'avons pas opté, pas encore, pour ces services annexes, mais je pense que c'est une bonne solution
parce que nous, élus, on ne peut pas être partout sur toutes les routes, alors que les voitures de la Poste, puisqu'en campagne, il y a beaucoup de déplacements en voiture pour les postiers, sillonnent toutes nos routes, tout même les petits chemins communaux, les chemins privés, et c'est une bonne opportunité. Et puis c'est plutôt fiable, parce qu'on sait que de toute façon, ils sont eux-mêmes, c'est pas leur intérêt, c'est pas leur métier, c'est justement de délivrer du service. J'ai une question d'un internaute qui me pose la question de savoir quelle est la différence entre le SNA et le BAN. Alors, le Service national de l'adresse alimente la base adresse nationale, donc la BAN, avec les référentiels que nous commercialisons. Donc, dans la base adresse nationale, il y a les données du Service national de l'adresse, les données de l'IGN, et puis demain, on travaille également avec l'Association des maires de France et puis avec la DGFiP pour produire une base commune d'adresses, une base publique et gratuite. D'accord, gratuite alors justement. Donc si elle est gratuite, ça veut dire qu'elle peut être partagée par tout le monde. Tout à fait. Donc ça veut dire que tout le monde a accès à ces données. Elles sont aujourd'hui accessibles en ligne, adresse.data.gouv.fr. Et puis, vous pouvez les utiliser. En revanche, aujourd'hui, elles sont soumises à une licence qui vous en interdit l'usage commercial. C'est-à-dire vous ne pouvez pas vous en servir pour revendre quelque chose. Mais à partir du 1er janvier 2020, la base adresse nationale sera en licence ouverte. Et donc, vous aurez accès à ces adresses. Je voudrais apporter une petite précision également sur l'utilité de l'adressage. C'est que, je vois sur notre département, toutes les zones rurales, même les plus reculées, vont être fibrées. Et c'est essentiel maintenant pour l'économie, le développement des territoires et l'attractivité. Et sans adresse très précise, sans ce travail au préalable que nous faisons, la connexion fibre ne serait pas possible au domicile de chacun. Donc il est essentiel vraiment, parce que maintenant on ne peut plus vivre sans la fibre et sans tous les moyens numériques, il est essentiel d'avoir un adressage très précis pour pouvoir avoir accès à la fibre. Absolument. Alors justement, la fibre, c'est même l'ADSL, puisqu'on sait justement la distance qu'il y a par rapport à un répartiteur, du coup fait qu'aussi on sait à peu près où on se trouve par rapport à l'efficacité de la liaison. Justement, sur ce point, quand on a... j'ai oublié ce que je voulais vous demander comme question, c'est idiot. Alors je vais vous en poser une autre. Est-ce que le SNA peut jouer justement le rôle d'accompagnant, c'est-à-dire est-ce que vous faites des préconisations auprès des collectivités? Est-ce que les collectivités évidemment demandent de leur côté de pouvoir des services supplémentaires? Jusqu'où on peut aller dans cette espèce de partenariat en fait commune et SNA? Alors, Madame Mémo, en fait, à Saint-Pierre-en-Auge, a été un petit peu la pionnière de... la commune. La commune à Saint-Pierre-en-Auge. Mais j'ai beaucoup participé, c'est vrai. A été la pionnière, en fait, justement, d'une nouvelle offre de services que nous avons pour les collectivités et qui leur permet, qui nous permet de les accompagner dans la mise en qualité de l'adresse sur leur territoire, justement dans l'objectif qu'évoquait Madame, c'est-à-dire de garantir les services, de garantir le raccordement à la fibre, de garantir aussi l'accessibilité des lieux d'intérêt, l'abbatiale par exemple, de trouver l'adresse de ces lieux à découvrir. Et donc le SNA, la Poste, propose aux collectivités de faire un diagnostic en fait sur la qualité de l'adresse sur leur territoire, notamment on parlait des voies homonymes. Effectivement, quand on réunit des communes, comme il y a 2/3 des villes de France qui ont une rue de l'église, on a forcément des rues de l'église en doublon, ou en triple. Et donc on va poser un diagnostic. On va poser le diagnostic aussi sur tout ce qui est lieu-dit, qui n'est pas dénommé, numéroté, etc., qui est un problème en fait pour accéder à l'habitation. Et une fois qu'on a posé ce diagnostic, qu'on partage avec la commune, on va faire des recommandations pour améliorer l'adresse sur le territoire de la commune. On va aller jusqu'à proposer. Alors, j'ai noté que chez vous, et ça me paraît être un facteur clé en fait de succès, vous avez choisi de conserver au plus possible des appellations qui étaient déjà utilisées par le cadastre. Et effectivement, l'adresse, elle ne vaut que si elle est utilisée. Si elle est localisée aussi. Exactement, mais surtout si elle est utilisée. C'est-à-dire que si les habitants de Saint-Pierre-en-Auge avaient continué à utiliser le nom du lieu-dit à la place du nouveau nom de rue, ça ne sert à rien d'avoir des
dénommer. Donc il faut vraiment prendre des appellations locales. Si la commune est en panne d'inspiration, nous avons un dictionnaire où on a vraiment des milliers de propositions. Avec en fait des logiques de dédoublonnage qui vous permettent C'est ça, et avec des thématiques, si vous choisissez des végétaux, D'accord. Juste une précision, c'est que certaines communes ont des personnes illustres ou célèbres, ou des maires, ou des personnalités qui ont marqué la vie de la commune. On peut effectivement dénommer les voies avec le nom de cette personne, mais il faut impérativement demander l'autorisation de la famille. D'accord. Et ça doit passer effectivement aussi en conseil. Il y a niveau en fait oui, là on peut pas, si vous voulez, on peut s'attribuer la rue du Marronnier ou la rue de l'église Sainte-Marie, etc. Mais à partir du moment où on rentre sur le domaine privé, il faut une autorisation de la famille. Et c'est ça que, pardon, je finis juste, mais c'est ça aussi que va faire le SNA avec les collectivités, c'est-à-dire qu'on va aussi donner toutes ces règles. On ne doit pas donner le nom d'une personne en vie. Donc sur une attend, malheureusement c'est pas toujours bon signe voilà. Une rue et puis ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que en France quand on part du début de la rue, les numéros pairs sont à droite, les numéros impairs sont à gauche. Alors justement, pardon, je vous interromps Christelle, mais sur ce point, dans les villes qui sont plus grandes, parce que quand on parle de communes, on comprend qu'il y a un peu il y a plus d'extension, on va dire, de l'habitat. Quand on est dans une ville existante, dans une zone urbaine un peu dense, comment on fait? Parce que s'il y a à un moment donné du terre, du bis qui existe déjà et il y a des travaux tout le temps, je prends l'exemple de Paris où nous sommes, ou à Libourne, donc comment on gère ça? On ne peut pas redonner un nom de rue, on ne peut pas recréer une numérotation depuis le début de la rue? On peut toujours le faire. Ouais. Ce à quoi il faut être vigilant, c'est l'appropriation que les habitants auront de cette adresse. C'est-à-dire que si vous allez, je sais pas, vous avez l'avenue Henri Martin, qui est très peuplée et dont le nom est très utilisé, vous avez peu d'intérêt à aller l'appeler le boulevard Raspail. Enfin, il faut garder quelque chose qui soit le plus en lien possible avec l'historique de la commune. En revanche, il y a un moment où, quand on a trop d'extensions, après, on va renuméroter. Soit on renumérote, soit par exemple, on a des endroits où on va utiliser pour des rues de l'église, par exemple, qui sont similaires. Une va garder la numérotation de 1 à 100, mettons, et l'autre va commencer à 111. Vous voyez, on va rajouter un 1 devant. Est-ce qu'on peut ajouter des lettres, par exemple? On pourrait très bien avoir un 239A et puis ensuite 239 terre A, ou etc. Parce qu'on peut subdiviser comme ça. On peut le faire, mais ça complique évidemment la lecture. Ça complique l'intervention des secours, parce que ce qu'il faut éviter, c'est la confusion. C'est-à-dire que quand vous allez dire 348 A, bien sûr, peut-être que les pompiers vont aller au numéro d'à côté et ça peut poser problème. Alors justement, sur ce point, la précision, encore une fois, on y revient, parce qu'il faut faire vivre cette base de données. C'est une base de données, justement, donc il faut l'actualiser, il faut la fiabiliser. Il y a des déperditions très importantes. Ce n'est pas le fait de la Poste, mais c'est quand même le fait justement de mauvais adressage ou de mauvaise compréhension. On a des chiffres là-dessus. Je parlais tout à l'heure de 23 millions d'adresses. On a en France à peu près aujourd'hui encore 2,3 millions d'habitations qui n'ont pas de numéro ou d'adresse précise. Sur tout le territoire en France. Voilà. Donc ça concerne 3,5 millions de foyers et d'entreprises qui n'ont pas d'adresse précise. C'est considérable, non? Tout à fait. Et qui n'auront donc pas accès à la fibre puisqu'elles n'ont pas d'accès d'adresse précise. C'est précisément ce que l'on vise à réduire en accompagnant les collectivités. Et en les aidant à dénommer notamment les lieux-dits qui sont une part essentielle en fait de ces 2,3 millions d'adresses non numérotées. Mais la Poste, donc, elle accompagne les collectivités dans cette prestation. Elle assure aussi la diffusion des nouvelles adresses, et ça, c'est essentiel. Auprès de qui alors? Justement, nous avons fait cette expérience puisqu'on a confié à la Poste pratiquement de bout en bout cet adressage. Et à partir du moment où les rues ont bien été dénommées, les numérotations ont bien été identifiées, nous avons confié à la Poste la remise commentée. C'est-à-dire que les facteurs sont allés de maison en maison à l'occasion d'une tournée spécifique. C'est pas fait au moment de la tournée générale. Le facteur a d'abord mis des avis de passage et il a remis en main propre une enveloppe. Alors je vois sur ce type d'enveloppe, si vous voulez, qui contenait
un certificat d'adressage signé par le maire disant que monsieur et madame Intel qui habitaient autrefois le lieu-dit La Croix-Blanche, comme vous disiez tout à l'heure, habitent désormais 35 rue de l'église Saint-Roch, etc. Et on l'a fait remettre en même temps la numérotation. Alors, la plaque de numérotation. La plaque, c'est quoi? C'est le numéro. La plaque extérieure bleue. Enfin, nous avions choisi couleur bleue. Et cette plaque, alors, on a parfois des personnes qui sont vieillissantes, bien sûr, où le facteur peut lui-même poser la plaque sur la façade, avec l'autorisation du propriétaire, ou nos services techniques aussi de la commune pouvaient... On viendra sur justement le rôle du facteur qui est de plus en plus, j'ai l'impression, présent justement sur alors, ça, on a eu un très très bon accueil de la part de tous les habitants, parce que ça s'est fait sur un délai de 15 jours, 3 semaines environ, parce que le territoire est grand, on a quand même plus de 7000 habitants. Et parallèlement, nous avons veillé, nous, la commune, à placer les poteaux avec les noms de rues. Simultanément, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'embarras, si vous voulez. Quand les gens donnaient leur adresse, on savait systématiquement dans quelle rue ça se situait et il y avait la dénomination qui était très très claire. Et ça, c'est une obligation légale ou est-ce que c'est un choix de la commune de le faire? C'est une obligation légale. Dans le cadre d'une première numérotation ou dénomination, le maire doit remettre la plaque de numéro. Si c'est une renumérotation, il n'a pas cette obligation. Mais c'est vrai que ça facilite l'appropriation. Et donc, je dois remarquer d'ailleurs qu'on a eu une adhérence très très forte parce que moi, en sillonnant toutes les rues, j'ai remarqué que pratiquement aussitôt, les habitants ont apposé la numérotation sur leur domicile. D'accord. Mais ça se fait de manière, j'allais dire, presque collégiale ou est-ce que parfois, dès qu'on est plus nombreux, il y a des discussions, ça peut prendre du temps, non? Ça a été, bon, nous avions bien préparé le dossier et on avait vraiment une adhésion complète de l'ensemble de tous les élus. D'accord. Alors, j'ai une question justement d'un internaute qui me dit quelle préconisation faites-vous pour adresser les habitants des lieux dits, dénommer des voies et laisser le lieu dit en complément d'adresse? Est-ce qu'on peut dénommer la voie et laisser le lieu dit en complément d'adresse? Est-ce qu'on peut hiérarchiser comme ça? C'est quoi ce serait quoi la bonne approche en fait? On évite. Pour quelle raison? On évite parce que à court terme, si vous voulez, à court terme, mais on se rend compte dès maintenant, je me rends compte que sur les courriers que je reçois, on a parfois même la commune historique qui disparaît au profit de la commune nouvelle. Donc les lieux-dits arriveraient en 4e ou 5e ligne et ces lignes-là pourtant les lieux-dits sont généralement justement connus et à la fois des résidents par nature et en même temps des services locaux qui, eux, ont un peu ces traditions, j'allais dire... Les lieux-dits sont connus des facteurs, ils sont connus des habitants, mais ils ne sont pas connus des gens qui viennent vous rendre visite. Ils ne sont pas connus Même si vous avez un lieu-dit, ça regroupe tout un quartier. C'est très, très important. Donc un livreur, vous lui dites le lieu-dit La Croix-Blanche, il ne va pas savoir si c'est le chemin à gauche ou le chemin à droite. Et vous, justement, au SNA, vous avez une hiérarchisation qui est très stricte. C'est-à-dire que là, on me demande si justement la notion des communes historiques est systématiquement présente en 5e ligne. Alors, ça, c'est quelque chose qui est vraiment... Il y a une rigueur qu'il faut appliquer tout le temps. C'est vous qui décidez de ça? Comme je disais, il y a une norme, la norme AFNOR sur le libellé des adresses. Pour compléter ce que vous disiez très justement, le lieu-dit, quand il existe dans une commune aujourd'hui, il est juste au-dessus du code postal, donc en ligne 5. Et donc, comme dans le cas d'une commune nouvelle, c'est là qu'on met le nom de la commune déléguée, il n'y a plus de place pour le lieu-dit. Donc il faut choisir. Mais après, tout ça est géré dans des bases de données avec des champs qui sont déterminés, donc ça n'est pas possible. Effectivement, normalement, la commune déléguée doit être indiquée en ligne 5, c'est-à-dire juste au-dessus du code postal de la commune. Sauf si cette commune, si c'est la commune qui a donné son nom à la commune nouvelle, dans ce cas-là, il ne faut pas qu'elle figure en ligne 5. Alors, j'ai une question, je reviens sur cette question quand même qui est importante. Vous me disiez tout à l'heure que ces données étaient gratuites, elles étaient publiques. Donc, il y a une question aussi quand on a toutes ces données-là, on exploite des données qui sont quand même d'une certaine manière un peu privées, quoi. Comment on peut garantir, justement, vous me disiez tout à l'heure qu'on pouvait garantir que ce n'est pas à usage commercial, comment on peut garantir ça? Quels sont les moyens qu'on a? Est-ce que moi, je peux m'opposer en tant que citoyen? Est-ce que j'ai le droit de pouvoir donner un avis sur le fait que vous utilisiez mes bases de données, mon adresse. Mon adresse, merci, pour, par exemple, une campagne de prévention, une campagne, que sais-je, de promotion politique?
Alors, quelle est la marge de manœuvre que peut avoir un citoyen par rapport à l'usage de son adresse, en fait? Il y a plusieurs éléments dans ce que vous évoquez là. Bon, d'abord, je veux repréciser que la base adresse nationale, c'est donc une base qui regroupe plusieurs sources d'informations qui est à usage gratuit. En revanche, la Poste qui fiabilise les données au SNA, nous avons une quinzaine de personnes qui, tous les jours, mettent à jour le référentiel adresse à l'aide des mairies, c'est-à-dire que dès que les mairies font des modifications, on saisit dans le référentiel adresse. Ça, c'est la partie vivante et voilà, et je disais, 700 000 numéros créés, 78 000 voix créées, il faut donc mettre à jour les référentiels. Ça, c'est la prestation que fait le SNA, qui fiabilise les données et donc qui vend ces référentiels. Donc ça, c'est juste la première précision. Le deuxième élément, c'est que quand on parle d'adresse, on est dans une donnée qui n'est pas nominative. C'est-à-dire, on ne dit pas Christelle Papillon-Violet, 35 rue de l'église Saint-Roch. On est 35 rue de l'église Saint-Roch. On ne sait pas qui habite derrière cette adresse. Il faut quand même savoir que nous ne commercialisons pas d'informations autour de l'adresse. Ça, c'est important de le rappeler parce que... Dès lors qu'il y a moins de 5 personnes qui habitent à cette adresse. C'est-à-dire, quand on peut, derrière une adresse, parce que c'est une maison individuelle, reconnaître son propriétaire, cette adresse n'est pas commercialisée à des fins marketing. D'accord. Donc, après, la base de données adresse en tant que telle, c'est-à-dire le fait que dans la rue de l'église Saint-Roch, on aille du 1 au 35, par exemple, c'est une donnée qui n'a pas de caractère personnel. Cette actualisation, elle est faite, donc vous avez des outils pour ça, vous avez des remontées d'informations terrain, on a parlé tout à l'heure du facteur, est-ce qu'il y a des outils numériques qui permettent aussi, ou est-ce qu'il y a des partenaires, je pense justement à la fibre, aux opérateurs, qui peuvent vous faire remonter. Il y a une précision, si vous voulez, c'est que on ne peut pas attribuer à une adresse un occupant, parce que vous avez des résidences secondaires, vous avez des maisons qui sont vides, vous avez des locataires aussi parfois, vous avez parfois des colocataires également. Donc l'adresse, elle apparaît en tant que positionnement géographique, mais il ne peut pas apparaître avec un nom précis. D'ailleurs, je reviens sur les certificats d'adressage que nous avons faits. Nous avons bien repris l'ancienne adresse en donnant la nouvelle adresse, mais il appartient à l'occupant des lieux d'indiquer son nom et le nom des personnes qui peuvent vivre avec lui sur cette habitation. On le voit justement, je pense à Airbnb qui se développe beaucoup. Il y a évidemment des noms. On pourrait se dire que si je suis locataire Airbnb pendant un mois, j'ai envie d'avoir un suivi d'adresse ou quelque chose qui serait une sous-adresse en fait en quelque sorte pour qu'on puisse identifier mon emplacement. J'ai une question justement sur le rôle des facteurs. Je voulais qu'on revienne là-dessus. Vous avez ils ont des outils de plus en plus fiables qui permettent de pouvoir identifier justement de gérer des données qui sont. Est-ce que ça c'est aussi un petit peu par rapport à la question qu'on a sur l'utilisation des données sur le RGPD, est-ce qu'il n'y a pas comment on gère cette garantie qu'il n'y ait pas des données qui puissent être exploitées de manière un petit peu abusive, j'allais dire, même si c'est Alors, pas le cas. Évidemment, la Poste est extrêmement vigilante à toutes ces questions de RGPD, de CNIL, et nous ne collectons pas d'informations à caractère personnel sans le consentement de la personne. Si nous nous rendons pour le compte d'une mairie au domicile d'une personne, par exemple, pour lui proposer un service et qu'elle dit « oui, je veux bien que la collectivité me contacte pour me proposer, je ne sais pas, de la livraison de plateau repas, par exemple, ce qui est quelque chose qu'on peut proposer. Dans ce cas-là, c'est la personne qui va nous autorisé à donner son nom à la collectivité. Donc on a toujours un consentement sur la diffusion de données personnelles. D'accord. Au-delà de ça, effectivement, aujourd'hui, la Poste s'appuie sur son réseau de facteurs, 70 000 facteurs qui sillonnent la France 6 jours sur 7, pour collecter de l'information sur le territoire, et de l'information plutôt à caractère géographique. Je parlais de la voirie tout à l'heure, le fait que nos facteurs, avec leurs véhicules, sont en capacité à filmer en fait l'état des routes pour aider les collectivités à cibler en fait l'entretien de la voirie. On va faire ça également. On propose à partir du mois de novembre le même type de prestation sur la qualité de l'air. Donc nos facteurs vont sur leur véhicule pouvoir embarquer des capteurs de qualité de l'air pour indiquer à la collectivité s'il y a des zones, par exemple, où il y a des travaux qui sont plus congestionnés et où la qualité de l'air est moindre. Certaines
collectivités peuvent prendre des décisions de fermer certaines routes, etc., pour remédier à ces questions-là. Donc aujourd'hui, à l'aide des facteurs qui sont en capacité à remonter une information via leur smartphone en disant bah, tiens, il y a un dépôt d'ordures sauvages, la mairie m'a demandé d'être en vigilance pour son compte, donc je vais faire remonter l'information par mon smartphone, ou alors par des capteurs qui sont positionnés sur nos véhicules. On peut effectivement collecter de l'information et être un peu les yeux et les oreilles des collectivités ou des entreprises sur leur territoire. Ce qui est très important pour vous dans le cadre justement aussi des échanges que vous devez avoir avec la population, j'imagine, parce qu'évidemment, quels sont concrètement les usages que vous avez, vous, d'un point de vue, quand on est par exemple là, on n'est pas très loin des municipales, la politique va jouer un rôle important, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de la déperdition très forte, et si on n'a pas un socle solide, ben, évidemment, tous les messages, et ça va augmenter les 2 millions et quelques de... Voilà, justement, pour la constitution des bureaux de vote, bon, je parle au nom des communes nouvelles, la législation a changé et nous avons dû nous adapter. Au lieu d'avoir 13 bureaux de vote, nous n'en avons plus que 5. Donc, il a fallu faire les répartitions et on s'est servi justement du travail que nous avons fait avec la Poste. Et c'est beaucoup plus facile même pour éditer des cartes électorales puisqu'on a les noms exacts et puis les adresses exactes de la population. Et ça n'aurait pas été possible si on n'avait pas fait ce travail au préalable avec la Poste. Et concrètement, quel type de données vous avez besoin, vous, cette fois du nom, de l'adresse? Alors, on a besoin du nom, oui. Ouais. Alors, nous croisons les fichiers INSEE qui nous sont envoyés numériquement. Ouais. On croise les fichiers INSEE avec la base d'adresse de la commune que nous avons travaillée. Et là, la commune, Christelle Papillon-Violet, la commune peut faire appel à d'autres prestataires. On parle de l'INSEE, on parle du SNA. Vous avez comme ça une palette on a effectivement les prestataires informatiques, tous les logiciels de données administratives, et on travaille avec eux, effectivement, conjointement. Alors, il faut que ça aille très vite, parce que pour l'urbanisme, d'ailleurs, on se rend compte, vous voyez, on parlait des communes historiques, on se rend compte que maintenant, sur les actes officiels notariés ou toutes les bases administratives, les communes historiques ont tendance à disparaître un peu trop vite, d'ailleurs, malheureusement. Et j'ai une question par rapport à ça, pardon, juste 2 secondes, justement, sur l'idée que le SNA, lui, qui a une vision, on va dire, nationale, enfin multilocale, c'est important. Est-ce que vous avez des échanges, vous, avec d'autres communes qui ont pu faire des tentatives, des expériences, etc., pour que vous puissiez échanger aussi entre communes? Nous avons sur un point précis, c'est que sur nos secteurs, sur nos communes, nous avons des codes postaux qui sont différents. D'accord. Et à ce moment-là, si vous voulez, on a une connexion qui se fait entre les bureaux de poste, entre les responsables des bureaux de poste sur des communes différentes, et les arrangements se font entre eux. Et ça se passe très très bien en général parce que nous avons travaillé sur cet adressage avec les 2 bureaux de poste en même temps. Donc, et on a des communes également qui viennent nous demander des conseils puisque on a été... Ça s'échange bien. Alors, oui, ça s'échange très très bien avec le personnel de la Poste et puis avec les facteurs aussi. Il n'y a aucun souci. Quel type d'indicateur sur la connaissance des territoires cet enrichissement des adresses permet d'avoir? Alors, juste avant de parler de la connaissance des territoires, je voulais quand même rebondir sur les élections, juste pour vous donner quelques chiffres, parce qu'aujourd'hui, on considère qu'on a 25% de la population qui n'est pas ou mal inscrite sur les listes électorales. Ah, c'est beaucoup. 25%. 25% de la population qui est en âge de voter. Oui. Voilà. Les mineurs, je ne les ai pas comptés dans ce chiffre-là. Et on a, comme je vous le disais, 12% des Français qui déménagent chaque année. Donc, effectivement, si la commune n'agit pas pour mettre à jour ses listes électorales, eh bien, elle va avoir plus de mal, en fait, à faire voter les gens sur son territoire. Et la Poste, elle peut aussi accompagner, pas uniquement le SNA, elle peut accompagner les collectivités, notamment en fournissant les adresses des personnes qui viennent d'emménager sur le territoire. Et nous proposons, dans le cadre des élections, de démarcher, comme on l'a fait sur la remise commentée chez vous, sur le certificat d'adressage, de rencontrer en fait les personnes qui viennent d'emménager, de leur remettre les éléments pour faire leur inscription sur les listes électorales. Et ça améliore considérablement le taux d'inscription sur les listes électorales. Donc effectivement, là encore, le facteur peut être un élément de proximité et pour le compte de la collectivité, aller améliorer
la vie citoyenne. Et vous, justement, Madame Mémo, au niveau de la collectivité, c'est quel type de données dont vous avez vraiment besoin, qui vous paraît aujourd'hui crucial à la fois pour la gestion des citoyens et de la commune, mais aussi en période préélectorale, pour pouvoir être le plus efficace possible? Est-ce qu'on a un type de données qui est vraiment... c'est l'adresse qui est la base. C'est vraiment l'adresse qui est la base de tout. Et on peut, grâce à l'adresse, si vous voulez, faire... Alors, je pense que vous allez proposer ces services-là. On peut avoir une cartographie complète. Ça va nous permettre de connaître les zones les plus peuplées où on va avoir besoin de services de proximité plus compacts, tous les commerces ruraux également. Ça alimente nos sites Internet de la commune parce que les gens qui voudraient venir visiter ou s'installer peuvent avoir cette cartographie et ce profil complet de la commune. C'est à mon avis un élément indispensable. On peut pas... Alors je voudrais juste, pour justement rebondir un peu sur ce qu'on disait, et je pense que c'est un point important, avec les adresses maintenant, toutes les communes toutes les habitations sont géolocalisées. Grâce à IGN, puisque vous travaillez en collaboration avec... donc tout ça, c'est... De manière très précise. Donc. C'est d'une façon... Mais il ne faut pas oublier qu'il appartient à chaque habitant de mettre dans chaque véhicule son GPS à jour. Parce que le GPS... Enfin, aujourd'hui, on peut penser que le GPS... On peut l'avoir sur son téléphone et on a quand même mal de... Oui, mais quand vous avez un Tom, il faut le mettre à jour. Il faut le mettre à jour. Il faut acheter parce que moi, j'ai vu beaucoup de remontées. Les gens me disaient, oui, mais c'est très bien, mais je ne sais pas aller chez Madame Intel qui habite. Mais il faut mettre à jour votre propre GPS. C'est un élément qui est important à signaler quand même. Christelle, justement, papillon violet. J'adore Christelle. Oui, c'est les deux mouvements. Quel type d'indicateur sur la connaissance des territoires, cet enrichissement, vous, de votre côté, alors il y aurait quoi comme indicateur? On s'appuie justement sur la connaissance qu'on a du territoire et des adresses pour proposer aux collectivités des indicateurs qui leur permettent de mieux comprendre leur territoire, de se comparer avec ceux des communes avoisinantes ou qui leur ressemblent, de même taille, etc. Quel type d'informations on peut fournir aujourd'hui? On peut fournir des informations sur, par exemple, l'offre de commerce de proximité. Est-ce que l'offre des commerces de centre-ville, elle est adaptée à la typologie de la commune par rapport à ce que font les autres communes? La couverture 4G, par exemple. Dans la désertification des centres-villes, on sait que le fait que un centre-ville ne soit pas bien couvert en 4G, c'est un élément qui fait que les habitants vont moins s'y rendre. Absolument. Donc, de savoir précisément des zones blanches, ça, c'est des informations qu'on est en capacité de collecter, mais on est aussi en capacité de donner des informations sur les parties les plus peuplées ou de dire dans quelle partie du territoire se trouvent les personnes de plus de 80 ans isolées, par exemple, qui vivent seules. Et si on peut corréler ça avec la qualité de l'adresse en se rendant compte que c'est là où l'adresse est moins bonne, c'est ici qu'il faut agir en priorité. Donc des informations sur l'habitat, sur la mobilité, sur le stationnement, sur la qualité de l'air, sur la couverture mobile, qu'on met à disposition des collectivités via une plateforme cartographique. D'accord, mais cette plateforme, justement, est-ce qu'elle est accessible pour un citoyen comme moi? Parce que moi, je me dis, je veux emménager, je vais acheter une petite maison dans le creux de l'Ardèche. Je ne sais pas si c'est zone blanche ou zone grise. Je vais spontanément sur le site de l'opérateur. Je ne vais pas aller sur le site du SNA. Est-ce que j'aurais moyen d'avoir accès à ça en tant que particulier? Non. Aujourd'hui, ce n'est pas une plateforme qui sera ouverte aux particuliers. Elle est effectivement réservée aux collectivités dans un premier temps et effectivement sur abonnement. Et pour vous, Madame Méno, c'est quelque chose de très utile, ça, justement? Est-ce que vous avez vous voyez que ce type d'indicateur peut être évidemment un élément de différenciation? C'est très utile. Je vais vous dire, surtout l'identification des zones où on a beaucoup de personnes âgées, c'est très utile parce qu'on a des services sociaux aussi. On a de l'aide à domicile, ce qu'on appelle la DMR, l'aide à domicile en milieu rural. Il faut que ça soit facile à identifier et notre effort, nous, peut être ponctué sur ces informations pour collecter. Ça fait partie des choses qui vous manquent, en fait. Oui. Vous en avez besoin, quoi. Oui. Donc, si c'est vous, on peut penser que beaucoup d'autres collectivités sont dans cette situation. Et puis, pour nos politiques à venir, pour les projets que nous pouvons avoir de développement, on va savoir à quel endroit il faut qu'on travaille en priorité. D'accord. C'est essentiel pour nous. Donc, plus de précision, plus de fiabilité, parce qu'il y a beaucoup de déperditions encore, plus d'enrichissement et plus d'actualisation en permanence qui permettent justement de mieux faire dialoguer en fait la réalité du terrain avec et plus de sécurité pour nos habitants surtout. Oui, mais ça, est-ce qu'on peut le décider avec une bonne adresse?
Tout à fait. Oui. C'est-à-dire que les services d'urgence interviendront plus rapidement. Oui. D'accord. Ah oui, non, c'est essentiel. Hein. Oui, c'est avant tout pour la population. C'est un service que nous rendons, que les collectivités rendent à la population, avant tout. Je crois qu'il faut qu'on conclue maintenant, parce qu'on arrive à l'issue déjà de ce webinaire. Ça va vite. Hein. Oui, ça va très vite. Mais c'est en même temps passionnant. Il y a beaucoup de questions, parce que beaucoup d'enjeux, beaucoup de questions aussi, parce que c'est relativement nouveau. C'est quand même une structure qui se développe. C'est beaucoup de questions aussi parce qu'il y a beaucoup de choses encore à faire et beaucoup d'enjeux. Et puis, on a évidemment cette échéance électorale qui nous rappelle qu'il y a encore des manquements et que tout ça peut être amélioré. Donc, merci à toutes les deux pour être venues discuter de ces questions un peu rapidement, pardon. Mais en tout cas, c'est très intéressant pour nos internautes qui peuvent retrouver donc sur le site gazette.fr tout comment dit-on l'adressage. Voilà. Non, j'ai pensé le podcast. Au podcast. Le podcast. C'est pas un podcast parce qu'il y a aussi le replay. Non, on peut revoir évidemment le replay de cette émission sur le site et puis à nouveau poster des commentaires. Merci Madame Mémo d'être venue jusqu'ici. Merci aussi Madame Christelle Pépillon d'être venue de Libourne. Alors, vous au nord et Madame au sud, enfin au nord-ouest, et vous Madame au sud de venir à Paris pour discuter de ces questions qui sont cruciales aujourd'hui. Merci à toutes les deux. Merci à vous. Merci.